Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Grosse vidéo parce que j'ai pas mal de gens en retard et je voulais parler un peu de ce que j'avais vu à Cannes aussi. Donc accrochez votre slip, il va y avoir pas mal de choses à parler. Avant ça, évidemment, abonnez-vous et mettez un pouce bleu parce que la vidéo va forcément être de qualité, vous connaissez. Et j'ai un chat qui est en train de m'embêter, évidemment. Et je me suis perdu. Et oui, du coup, allez sur la boutique partenaire Golden Meeple et puis venez soutenir la chaîne. Il y a un Kiss Kiss avec le lien en bas. N'hésitez pas à donner quelques petits euros. Ça fait toujours plaisir pour essayer de continuer à faire le plus de vidéos possible. Donc voilà, sans plus tarder, en attaque directe sur Black Rose War. Donc là, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous allez vite voir aux images que vous allez vous dire. Mais ça y est, tu te mets au jeu de kéké avec des figurines. Qu'est-ce qui se passe, Arnaud? Est-ce que ça va? Alors, ouais, ça va. Mais surtout, c'est un jeu qui donne une mauvaise impression. Enfin, qui est pas vraiment ce qui donne l'impression d'être, on va dire. En fait, on a une petite intuition déjà quand on sait que c'est un studio italien. Et les Italiens, ils sont quand même très versés Eurogame. Et en fait, effectivement, on est dans un système. On est dans un game design qui est très proche d'un Eurogame, mais avec un système très confrontationnel, donc c'est assez marrant la façon dont c'est assemblé. En fait, c'est tout con, hein. Vous dirigez un mage, vous allez prendre des cartes qui sont des écoles de magie, vous allez les programmer un petit peu à la Tricarion, et à votre tour, vous allez faire soit jouer une de ces cartes programmées, soit faire une action d'avancer, d'activer une salle par exemple. Et le but, bah, ça va être de faire le plus de points possible. Sachant que c'est une course au point, à 30 points, la personne a gagné, enfin enclenche la fin de la partie. Et en fait, vous allez vous taper sur la gueule joyeusement. Et en fait, ce qui est super marrant, c'est qu'ils ont fait un système de majorité sur les points de vie. C'est-à-dire que par exemple, si je mets 3 points de vie, 3 dégâts à quelqu'un, je vais lui donner 3 cubes de ma couleur qu'il va mettre sur son petit plateau. Et quand il va arriver, quand il va plus avoir de points de vie, par exemple à 11, on va regarder qui lui a mis le plus de dégâts. Et le premier va faire 4 points, le deuxième 2 points, le troisième 1 point. Et donc, c'est hyper euro en fait de faire ça, de faire des espèces de systèmes de majorité comme ça. Et c'est très original. Et en fait, le truc, c'est que ça donne un petit côté fun à tuer les gens et à se faire tuer. Parce que déjà tout le monde le fait et puis tout le monde va y gagner quelque chose. C'est pas genre juste celui qui finit ou celui qui te tue qui va gagner quelque chose. Là vraiment il va y avoir un système de majorité et celui qui te tue va pas forcément être celui qui fait le plus de points de majorité. Évidemment celui qui met le coup de grâce il a aussi un petit token trophée sur lequel il y aura une autre majo à la fin et donc vous comprenez bien que tout le système est autour des majos. Il y a un autre système pour faire des points aussi qui est sur les salles. Vous allez pouvoir mettre je sais plus comment ils appellent ça, des cubes de déséquilibre ou quelque chose comme ça sur des salles détruites pour les reconstruire en fait. Et pareil, système de majo, là aussi, vous mettez des petits cubes sur les salles. Est-ce que j'ai une photo où on voit un peu mieux? Voilà, vous avez des emplacements de cubes ici. Et pareil, selon le nombre d'emplacements, il va y avoir une majo. Donc ça, c'est les deux sources principales de points pendant la partie, mais il y en a aussi une autre qui est des espèces de quêtes, en fait, tout simplement, hein, des objectifs, des quêtes, des contrats, appelez ça comme vous voulez. C'est exactement le même principe, ça va te pousser à faire certaines choses, qui en plus de te donner des points, vont te donner un pouvoir, comme un contrat à la Luciani que tu vas pouvoir activer pendant ton tour. Donc voilà, vous voyez, au final, on est dans un jeu très confrontationnel, avec des cartes qui ont un côté très magique, j'ai envie de dire, avec des mots-clés et tout ça. Et c'est un mix assez improbable, mais qui marche hyper bien, de jeux de baston, de jeux d'affrontement pur, avec des sous-mécaniques totalement euro, et une architecturation de game design qui est totalement euro. Et ben, vous vous doutez bien, du coup, moi j'aime ça, j'aime les cartes et j'aime les euros, donc forcément j'aime ça. Et je trouve qu'on n'a pas du tout la sensation dans un jeu de confrontationnel classique. Je trouve que, comme je disais, il y a un côté assez fun. Tu vas mourir plusieurs fois dans la partie et c'est ok, il n'y a pas de problème. En fait, tu reviens juste à ta loge, à ton emplacement de départ. Et voilà, et tu vas continuer à faire tes trucs. Donc, et en fait, il y a tout un tas de notions de timing parce que des fois, tu vas te faire tuer alors que tu as besoin d'être à portée de deux, par exemple, d'un autre magicien pour lancer ton sort d'après. Et du coup, tu vas te retrouver dans des situations un peu bloquées comme ça. Il y a pas mal de dilemmes. Et pareil, sur la phase de programmation, sur son petit plateau, en fait, tu mets un sort rapide.
puis 3 sorts lents. Et en fait, à ton tour, tu vas pas pouvoir lancer le sort lent 2 si tu n'as pas déjà lancé le sort lent 1. Donc il y a une phase de programmation assez intéressante et des fois ça donne des situations que tu n'avais pas forcément attendues. Et du coup, tu te retrouves avec le mauvais sort qui est calé au mauvais endroit. Bref, ça donne des trucs assez rigolos. Moi, j'aime bien le jouer à 3 parce que du coup, justement, comme vous connaissez, j'aime moins le chaos et c'est vrai qu'à 4, le temps que ça revienne à toi, c'est quand même très très dur de programmer certaines choses. Il y a des choses qui vont mieux jouer et d'autres moins. Des trucs de programmation qui vont moins marcher sur des sorts immédiats. Par contre, tout ce qui est piège et sorts de protection, ça va beaucoup mieux marcher à 4 parce que plus de gens pour les déclencher potentiellement. Donc voilà. Moi j'aime bien à 3, ça va plus vite, c'est rapide, c'est dynamique. Je trouve qu'il y a un peu plus de contrôle sur les sorts immédiats, donc j'aime bien. Voilà, principalement. Alors, on va arriver aux petits soucis du jeu. Pour moi, il y en a deux qui en fait sont des soucis de départ, qui sont pas des soucis de cours de jeu. Je m'explique. Le système de jeu, la règle, est plutôt bien faite. Il y a juste une ambiguïté sur un point qui est vraiment... je pense qu'ils auraient vraiment dû mettre une précision d'exemple ou quelque chose comme ça, parce que le wording peut prêter à confusion, qui est que quand tu meurs, on a eu l'impression qu'on perdait ses invocations, et d'ailleurs des joueurs américains l'avaient posté ça sur le Discord, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que c'est le Black Rose War Renaissance, et c'est un remake remaster d'un Black Rose War qui a déjà eu lieu. Et du coup, sur le premier, quand tu mourais, tu perdais pas tes invocations. Et là, il y a une phase de règle qui donne l'impression qu'on perd ses invocations. Non, on perd les invocations qui nous sont assignées, c'est-à-dire les malédictions, en gros les ombres, parce qu'il y a une nouvelle école de magie qui fonctionne là-dessus. Mais en fait, on perd pas ses propres invocations. Et c'est hyper important, parce qu'on invoque, j'ai pas dit, mais on peut invoquer des monstres pour taper à notre place, évidemment, ce qui est quand même très fun. Et il y a même toute une phase après la phase des joueurs qui est tu vas activer toutes tes invocations. Donc c'est vraiment très fort. Voilà, donc tu les perds pas. Donc voilà, hormis deux, trois petits trucs, je trouve que les règles sont plutôt bien. Et je trouve que le système de jeu est plutôt clair et bien foutu. Il n'y a pas tant de choses que ça par rapport à ce qu'on a l'impression de la complexité du jeu. Par contre, le vrai souci, c'est les cartes. C'est les écoles de magie plus précisément. Alors les cartes, vous voyez, en fait, elles ont deux faces. Elles ont deux directions, j'ai envie de dire. Et en fait, chaque sort, tu vas pouvoir choisir de quel côté tu le mets. Ok. Ça donne énormément d'infos quand même déjà. Déjà, tu as une carte asymétrique de ton magicien que tu vas prendre. Puis, tu vas choisir une école de magie et tu vas prendre 6 sorts. Puis, au début de ton tour, à chacun de tes tours, y compris le premier, tu vas piocher 4 cartes parmi toutes les écoles de magie que tu veux, puis en garder 2. C'est énormément d'infos sur une première partie, premièrement. Donc, pour moi, ils auraient dû donner le conseil de se focaliser sur une école de magie qui correspond à son mage sur la première partie. Le pire là-dedans, c'est que c'est un conseil qui vaut aussi pour les joueurs expérimentés en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'asymétrie de ton personnage principal va très bien jouer avec l'école de magie avec laquelle tu es censé être affilié. Et même en tant que joueur expérimenté, c'est un très bon play. Tu vas avoir tendance à ce qu'on appelle splasher, c'est-à-dire mettre quelques cartes d'autres écoles de magie, une ou deux max, ça sert à rien d'aller plus loin, mais tu vas totalement te spécialiser à 75-80% sur une école de magie, et ça marche très bien parce qu'il y a plein d'effets combinatoires autour de cette école. Et c'est ce qui est même recommandé par les gros joueurs sur le jeu. Donc pourquoi ne pas avoir conseillé ça pour un joueur débutant? C'est incompréhensible. Parce que vraiment, au début, t'es perdu, c'est un enfer, vraiment. Et c'est cumulé à un autre point qui est infernal aussi, et là, c'est un problème... pour moi, c'est un problème éditorial majeur, mais du coup, grâce à moi, vous allez pouvoir le résoudre assez facilement, qui est qu'en fait, vous lisez les cartes et vous allez rien comprendre, parce qu'il y a des mots-clés, et vous allez chercher dans la règle et vous allez être là, mais ils sont où les mots-clés? Il n'y a aucun guide de mots-clés, rien sur le recto de la règle, pas une seule page là-dessus. Incompréhensible, pourquoi ne pas... Alors déjà, premièrement, pourquoi ne pas faire ça? Et en fait, les mots-clés, ils sont derrière. En fait, vous avez un petit, je sais pas comment dire, un intercalaire, qui recto va vous dire si vous démarrez avec cette école de magie, avec quelle carte vous allez démarrer. Et en fait, il y a un verso qui explique à la fois l'école de magie, les mots-clés de l'école de magie, et comment la jouer.
Et ben nous, on est passé à côté, en fait. J'ai juste vite fait vu qu'il y avait un petit descriptif, mais j'avais pas compris qu'il y avait le glossaire des mots-clés de cette école de magie. Sachant que tu mets le tas de cartes dessus, et que tu n'y as pas accès, en fait, pendant la partie. Donc, en fait, il faut qu'avant la partie, au moment où tu prends ton école de magie, tu la retournes et t'ailles voir tes mots-clés. Ce qui fait que t'as encore moins envie, besoin d'aller chercher d'autres écoles de magie, parce que ça veut dire te rajouter des mots-clés, te taper plein de lectures au début un peu inutiles. Donc voilà, c'est très très dommage d'avoir fait une erreur éditoriale comme ça, surtout qu'en plus c'est leur remaster. Donc voilà, maintenant que je vous l'ai dit, c'est à ça un peu que je sers, vous pourrez me remercier chaleureusement, mais maintenant que je vous l'ai dit, vous allez complètement passer une très bonne première partie. Moi j'ai passé une première partie horrible. On a joué avec Bastien, je lui fais un bisou, on a joué le soir de Cannes, j'étais hyper impatient de le sortir et tout. En plus, j'avais suivi les explications de règles du merveilleux Yoshi sur le stand à Trafin, à qui je fais un salut, et à Thibaut aussi. Et ben, je pensais être ready, en fait pas du tout. Avec Bastien, on s'est retrouvés comme des cons, on n'a même pas fini la partie. Alors on trouvait qu'il y avait un bon potentiel, on avait l'air de trouver ça cool, mais on était là, putain, on n'est pas prêt pour le jeu en fait, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a improvisé des mots-clés, des trucs on comprenait rien, on a très vite lâché, on a passé 2 heures quand même dessus à faire un tiers de partie, donc ridicule, on a perdu notre temps. Et après, bah, je me suis retapé toute la règle. Et puis je suis allé sur BGG et j'ai vu qu'en fait il disait ça. Et je regarde les intercalaires derrière, je fais putain, c'est pas possible, ils sont là les mots-clés quoi. Pétage de câble. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont pas si complexes que ça. Mais si tu les connais pas, tu les connais pas en fait. Ils ont un wording assez spécifique lié à l'univers. Donc voilà. Maintenant que vous le savez, vous allez pouvoir passer une très bonne première partie. Et le jeu est excellent. Vraiment. Par contre, deuxième souci, qui n'en est pas vraiment un, mais vous allez voir pourquoi. Le jeu, donc comme je vous dis, il a une durée limitée à 30 PV, la partie s'arrête. Sauf que quand tu commences à comprendre le jeu, et moi ça a été relativement rapidement, mon cercle de joueurs ça a été relativement rapidement, c'est-à-dire à partir de la troisième partie, qu'on a compris tout ça, tu vois. En fait, c'est troisième partie, mais c'est troisième partie où vraiment on s'est éduqué sur le jeu, tu vois. On n'est pas resté en mode on joue dans notre coin et tout. J'étais obligé d'aller regarder des trucs, voilà, tu vas sur BGG, j'étais obligé d'aller regarder des trucs pour voir si je me plantais pas sur des trucs. Il s'avère que il y a un problème récurrent par rapport au premier qui ressort, qui est que le jeu est trop court. Et qu'en fait, il se finit assez facilement au bout de 3 manches, voire 4. Et en fait, vous allez vous dire en quoi c'est un problème. En soi, ça l'est pas vraiment, parce que la durée de partie est plutôt agréable. T'as pas l'impression d'avoir rien fait, t'as l'impression vraiment de passer une partie satisfaisante. Sauf que il y a des éléments de game design du jeu qui collent pas avec cette durée du jeu. Premièrement, ton deck, tu le remélanges pas. Ce qui est un peu bizarre dans un jeu où t'as une pioche avec une défausse, c'est assez bizarre de pas remélanger son deck, parce qu'en fait, t'en pioches tellement qu'en 3 tours, bah, t'as pas vraiment le temps de te refaire une défausse. Donc notamment, si t'as des sorts un petit peu sur lesquels t'as envie de comboter, ça peut être un problème. Deuxièmement, il y a des sorts ultimes que tu peux aller choper sur la pièce du centre, qui est la pièce de la loge de la Black Rose War, donc ça a l'air d'être un truc super important, et c'est des sorts de ouf, qui sont des one-shots, qu'après ils repartent même pas dans ta défausse, mais le problème c'est qu'il faut une action pour aller activer cette salle, puis ils vont dans ta main, donc tu ne pourras les jouer qu'au tour d'après. Donc si ça se joue en 3 tours, vous doutez bien qu'en fait il faut le faire tour 1 ou tour 2. Le problème c'est qu'il faut défausser 3 cartes, donc tour 1 tu le feras pas. Et tour 2, est-ce que tu vas vraiment aller sacrifier ta stratégie pour faire ça? Je suis pas sûr. S'il y a un quatrième tour encore, ça peut être rentable. Mais s'il y a que 3 tours, bah voilà. Et le problème c'est que c'est pas forcément toi qui vas en décider. Et troisième problème, c'est que les salles, comme je vous disais, donc on revient sur les petites salles, les salles, nous, sur les parties en 3 tours, ben, on en a retourné que 2 en fait. Et le problème, c'est que quand tu retournes ces salles, en fait, elles ont un pouvoir hyper intéressant et plus puissant, et qui amène une certaine modularité au jeu, parce que tu vas pas forcément tout le temps tourner les mêmes salles. Mais du coup, si tu retournes que 2 salles dans la partie, sachant qu'il y en a énormément, comme vous le voyez sur le plateau, bah du coup ça donne un peu une impression d'avoir un peu survolé des éléments du game design, et c'est un petit peu étrange. Donc du coup, évidemment, vous vous doutez bien que les développeurs, dans leur grande bonté, ont amené une solution. Il y a un petit encart dans la règle qui dit, en fait, à 30 PV, tu mets un cube, t'en mets un à 15 et un à 5, ou à 10, je sais plus, à 15 je crois.
Et en fait, il va se passer des trucs, il va y avoir des événements, oui, parce que j'ai pas dit, il y a une phase d'événements aussi, on va y revenir. Mais en gros, il y a des objectifs qui vont être différents de manche 1, on va dire de manche 1, 2, 3. En gros, c'est un peu comme ça que c'est architecturé. Et du coup, ils vous disent que vous pouvez les décaler, ces petits cubes. Et donc, en fait, tu peux finir la partie à 35 points de victoire et avoir le cube intermédiaire à 20 et l'autre cube à 10. Eh ben, en fait, ouais. J'ai envie de dire à 4, peut-être pas, parce que du coup, le jeu va être forcément un peu plus long. Mais à 3, j'ai envie de dire, une fois que vous connaissez le jeu, allez-y, décalez les pions, parce qu'effectivement, vous serez sûr de faire au moins 4 manches. Et du coup, il se passe quand même un peu plus de trucs par rapport à ce que je viens de dire à 4 manches. Après, si la durée du jeu vous va comme ça et que vous aimez un jeu explosif et c'est plutôt le côté bagarre et jouer des cartes et tant pis pour certaines parties du jeu, bah allez-y comme ça, tu vois. Ou que vous mettez du temps à l'apprendre et tout, parce que comme c'est un jeu qui dépend des joueurs, bah voilà. Après, moi, je conseille assez rapidement de faire ça, et d'ailleurs, il y a plein de gens sur BGG, très rapidement, ils sont passés à ça, voire même, il y a des gens, ils ont installé 4 manches fixes, et point barre, en fait. Il y a un autre élément hyper intéressant du jeu, et putain, c'est déjà très très long, mais bon, c'est un peu le gros morceau de la vidéo, que je trouve fascinant en termes de game design. Il y a un bot. Mais il y a un bot en fait qui est génial parce qu'en fait il pousse le jeu. C'est-à-dire que il y a souvent un problème, je trouve, dans les jeux qui n'ont pas de manche définie, qui est que bah du coup les gens ils font des fois ils font vraiment des trucs très sous-optimisés et tout, et du coup ils se retrouvent avec des parties ultra longues alors que le jeu a pas du tout été prévu comme ça. Et ils vont être là, bah c'est super long, il y a plein de problèmes, machin. Bah oui, mais parce que le jeu a pas été prévu pour cette durée en fait. Exemple Nucleum, exemple Great Western, ça peut vite être débile. Même Terraforming Mars à 2, c'est complètement débile en fait. Bah là, ils ont mis un truc qui est hyper intéressant. C'est un bot qui pousse le jeu en fait. Et en fait, il y a des phases d'événements qui vont lui donner des points de victoire. Et il y a plein de trucs qui vont lui donner des points de victoire. Et même, il donne des dégâts aux joueurs. Et ça, c'est super cool. Donc, il va gagner des majorités, en fait, aussi. Et il va gagner des points en tuant les autres joueurs. Et il y a une faction, enfin une école de magie, qui joue sur se donner des propres dégâts de la rose noire, donc du bot. Et ça fait des trucs, en fait. Et même, il y a des effets de cartes et tout qui font que quand tu te fais tuer par le bot, ça fait des trucs. Je trouve ça hyper intéressant en fait, à la fois parce que ça pousse le jeu, donc ça donne une indication aux joueurs de où ils en sont à peu près dans la game et est-ce qu'ils devraient accélérer ou pas. Donc du coup, c'est pas genre en mode oh on est nul, on n'arrive pas sur l'arrosoir. Non, c'est en mode ça donne vraiment une indication de ah, des fois, il nous met des coups de pression. Est-ce qu'on le rattrape? Est-ce qu'on le rattrape pas? Peut-être que du coup, on devrait accélérer, d'aller récupérer des points de victoire et tout, parce que c'est vraiment un jeu à points de victoire. Et tu peux te retrouver facilement à ralentir la partie sur des premières games, alors qu'en fait, vraiment, c'est un jeu au tempo dynamique. Et tu as une indication de jeu pour ça. Et en plus de ça, ce bot contribue à la partie. Voilà, moi je trouve ça assez brillant en termes de game design pour le coup. À la fois, cette partie-là et cette partie, avoir tout architecturé, un jeu de confrontation autour des majos, brillant, les cartes sont cool. Voilà, c'est vraiment un excellent jeu. Bah, Seb, qui se reconnaîtra, a adoré dès la première partie, et son pote avec qui on a joué à Cannes sur la deuxième partie, donc, a acheté le jeu et le all-in direct, il a tombé amoureux du jeu. Donc voilà, c'est vraiment un jeu dont tu vas très vite savoir si t'aimes ou pas, surtout après les conseils que je vous ai donnés, parce que sur une première partie, tu peux te retrouver complètement comme un con si t'es pas renseigné sur le jeu. Et c'est un problème, on va pas se le cacher. Et puis après, sur la partie édition, bah c'est très cool. Le jeu coûte 110 balles, je crois, mais il y a un matos de ouf, des inserts très très pratiques. Le jeu se sort très facilement. Il y a plein de figurines, donc il y a un peu un côté kéké, mais c'est assez agréable du coup, parce que du coup, vu que t'as un côté très euro, bon voilà, j'en dis pas plus. Moi je trouve que c'est un des meilleurs jeux du début d'année sans problème. Ça sera pas dans les gros podiums d'Eurogame et tout, mais moi je trouve que c'est dommage. Parce que bah, ça a cette image un peu d'Améritrash qui n'est pas du tout en vrai. Et je trouve que ça amène un vent frais dans cette catégorie un peu hybride là, d'Eurogame, mais qui n'en est pas vraiment un, mais qui en fait en est vraiment en termes de sensation, mais qui a un petit côté Améritrash. Moi je trouve ça très cool. Si vous êtes complètement allergique à la confrontation, je pense pas que ça sera pour vous. Mais si vous y êtes un tout petit peu, qu'il y a des jeux qui vous ont un peu refroidi, mais que vous n'êtes pas en mode ok, c'est rebutant pour moi, allez-y vraiment parce qu'en fait, c'est pas du tout le jeu qu'on s'imagine qu'il est.
Donc voilà, très très bonne surprise pour moi. J'en avais beaucoup entendu parler la première version sur BGG qui avait a priori plein de problèmes de règles et tout. Bon, a priori, c'est le studio qui est comme ça. Mais voilà, maintenant que je vous ai donné ces deux trois conseils, vraiment, allez-y, les yeux fermés, c'est très très bon quoi. Ensuite, on va parler de quoi? On va parler de la Coupe de France d'Ark Nova qu'il y a eu à Cannes. J'en parle assez rapidement, vous voyez, là on a une photo où on a l'air tous hyper contents. Alors là, il y a la personne, je suis désolé, elle est masquée, mais elle fait la gueule. Non, mais je rigole. Non, non, mais ça c'est le top 16? 8? Mais non, c'est le top 8, je dis n'importe quoi. Donc c'était la deuxième phase éliminatoire. C'était assez marrant cette deuxième Coupe de France. Donc on a joué avec l'extension. Ça a été assez atypique. Alors c'est dommage, j'ai pas la photo de tous les gens, mais il y a eu plus de filles que l'année dernière, donc ça c'était cool. Il y en a une qui a fini 9ème. C'est dommage, elle a pas fini parmi les 8. Je lui fais un coucou, très bonne joueuse d'ailleurs. Il y avait plein de... En fait, le niveau était beaucoup plus homogène que l'année dernière. Tout le monde avait un bon niveau, vraiment. Donc ça c'était cool. Et ce qui a donné des résultats assez rigolos. Il y a eu 8 parties qui ont fini à un ticket de différence. Ce qui est ouf en fait. Et ce qui a donné du coup un top 8 le lendemain, bah, assez surprenant. En fait, il n'y a eu que deux personnes qualifiées là. Non, ouais, deux personnes qualifiées l'année dernière qui ont été qualifiées là dans le top 8. Le champion de France a été sorti direct, il a fini 13ème. Un très bon joueur qui s'appelle Thibaut n'a pas été qualifié non plus, alors que c'est le jeu de sa vie, il ne joue qu'à ça sur BGA et tout. Donc assez intéressant. Et puis, ça montre aussi que à la fois de rajouter une extension, bah, ça perturbait les gens dans leur habitude, parce qu'ils ont une habitude beaucoup sur BGA à jouer énormément comme des robots sur BGA. Et moi, ça me tire deux enseignements, qui est que bah, BGA, c'est pas le vrai jeu. C'est pas exactement le vrai jeu. Évidemment, ça donne plein de réflexes sur plein de trucs et tout, mais c'est pas la même chose. T'as pas le mind game, t'as pas la partie avec l'adversaire, il n'y a pas l'extension non plus, donc ça amène des nouvelles choses et tout aussi. Et déjà, premièrement, ça. Et deuxièmement, ouais, entre niveaux relativement équivalents, bah, ça donne des parties assez serrées. Et je pense aussi que c'est lié au fait qu'il y avait une vraiment moins bonne connaissance de l'extension. Pour le coup, il y avait très peu de joueurs qui avaient beaucoup de parties sur l'extension. Je pense que vraiment, je suis celui qui a de loin le plus joué à l'extension parce que bah, je l'ai reçu en avance et j'ai beaucoup joué à deux avec ma copine. Donc ça aide. Euh, Mais voilà, très intéressant. Le lendemain, le top 8, pareil, des parties, beaucoup de parties très très serrées. Et donc, du coup, on a Tim ici qui a fini premier, alors qu'il a fini huitième de la phase de poule. Donc, il a battu direct le premier You sur la première manche. Donc là, après, bah, forcément, t'es en confiance, hein, tu bats le premier direct. En plus, je crois que ça a été hyper serré. Rappelez-moi en commentaire, mais je crois que ça a été un ticket sur celui-là aussi. Donc ça c'est vraiment fou. Et l'année dernière c'était pareil, c'est le huitième qui a fini champion de France, donc fou. Ça montre bien que les poules ça devient vraiment une autre compète. Mon pauvre Bastien qui se fait éliminer en quart alors qu'il fait une super phase de poule. Et puis après ça se finit entre Tim et Florian ou Thomas. J'ai un doute, c'était il y a 2 semaines, je suis désolé les gars, j'ai un doute entre les deux. Mais Thomas, très bon joueur, donc du coup qui était là l'année dernière, et Bastien aussi qui était là l'année dernière dans le top 8. Donc quand même, joueur très consistant, mais c'est vrai que la phase d'élimination directe, bah voilà, tu perds une partie d'un ticket hyper serré, bah voilà, y a pas de revanche, on peut pas faire des BO3, donc partie en deux manches gagnantes. Mais voilà. C'était très cool. Pas sûr que ça se reproduise l'année prochaine parce que c'est clair qu'idéalement, bah, ça serait cool que ça se produise avec du public et tout. Moi, en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé une demi-finale et une finale. Alors, il y a eu un petit problème technique sur la finale et il y a un autre problème technique sur une autre caméra sur la demi-finale. Je vais monter tout ça assez rapidement et on va essayer de mettre des commentaires justement avec You qui a fini premier en phase de poule. On va mettre des commentaires à deux, on va voir ce que ça donne. J'espère que les petits problèmes techniques n'auront pas gâché le truc. Je pense que la demi est à peu près ok, mais il me semble qu'il manque un bout sur une caméra. Et la finale, malheureusement, j'ai le plan large qui est un peu flou, donc on va essayer de voir si avec un effet je peux rendre le truc acceptable. Mais voilà. Donc voilà, j'en dis pas plus,
Mais putain, ouais, ça serait cool que ça continue à avoir une petite scène, entre guillemets, compétitive, tranquille sur l'extension, parce que je trouve vraiment qu'avec l'extension, le jeu est complètement fou et il n'a pas encore montré toutes ses capacités. Et vu que l'extension n'est pas encore sur BGA, c'est d'autant plus intéressant, je trouve. Et je pense que vous allez trouver les parties intéressantes qu'on a filmées, parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes à un gros niveau. Donc voilà, tiens, si un petit aperçu des tables, des poteaux du Loser Club. Je mettrai leur lien en description. Chaîne très cool. Donc voilà, ils avaient fait un petit vlog de Cannes et ils étaient passés sur le stand. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Les tables de tournoi, il y avait du Lorcana aussi. Donc ça, c'est moi qui a l'air quand même très fatigué. J'avais encore mon entorse à la cheville, donc je dormais pas ultra bien, on va dire. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un autre gros morceau. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, je suis désolé. Là, ça sent la vidéo de 50 minutes, mais bon, voilà, c'est chapitré. Vous pouvez sauter des trucs si ça vous intéresse pas. Mais là, c'est quand même un gros morceau. C'est Rats of Star, c'est le nouveau Luciani. Ça arrive en avril. Je l'ai déjà en VO depuis novembre. Euh, Voilà à quoi ressemble le plateau. Donc, thème assez original pour du Luciani, un thème un petit peu mignon. Le jeu n'est évidemment pas aussi mignon que ce qu'il montre, mais ça reste dans la catégorie plutôt légère. On est entre du Marco Polo et du Lorenzo. On n'est pas sur du Nucleum du tout. On est vraiment plutôt ouais, Marco Polo Lorenzo, avec un jeu avec des règles relativement simples mais assez techniques à jouer. Toujours des petits twists avec les mêmes choses habituelles. Alors, ce qui n'est pas habituel, par contre, c'est qu'il y a des cartes cette fois. Et là, c'est la première fois qu'il y a un Luciani avec des cartes à moteur. Je veux dire, c'est pas du Grand Nostra Hotel. Là, on est vraiment sur de la carte à moteur avec des conditions de symboles et tout. Donc, très Ark Nova, Terraforming Mars pour le coup. Et il y a un système de poste d'ouvrier sur une rondelle avec des actions. Et là, il y a un système que je trouve vraiment très cool. En fait, tu as tes ouvriers que tu vas poser sur les actions. Donc, tu as une action secondaire, une action principale. Et en fait, la rondelle va tourner. Donc, les actions secondaires vont être associées à des actions principales différentes à chaque tour, mais que tu peux anticiper du coup. Et ça, c'est important. Et surtout, la puissance des actions va être liée à tes petits meeples souris là. Je crois que j'en ai un petit zoom dessus juste pour le fun. Voilà. Ces petites souris là, tu vas les mettre, tu vas les mettre sur le côté. Et en fait, ça va bonifier ton action principale. Par exemple, là, l'action récolter du bois et l'action pelleter, elle va être de force 2 parce que j'ai deux souris bleues. Parce que je joue toujours bleu évidemment. Elle va être de force 2. Et tu vas avoir des moyens de les envoyer, de les déplacer, tout ça. Et ça, c'est vraiment très très cool. Ça paraît mineur comme ça. Mais non, ça donne encore un truc qui donne des sensations différentes. Je sais pas comment il fait. Après, c'est pas Luciani, il bosse avec d'autres designers et tout. Mais bon, à chaque fois, tu as des nouvelles idées dans ces jeux, même si tu as des trucs communs. Et voilà, c'est trop cool. Et tu as toute une partie exploration comme ça, où tu vas aller retourner des cartes, gagner des tokens bonus. Et tu as toute une partie avec ton plateau principal que tu vas débloquer, qui est ici. Et en fait, tu as des petits cubes qui sont reliés à l'exploration. Et par exemple, si j'ai la condition de cette exploration-là, donc par exemple des symboles sur des cartes, eh bien, je vais pouvoir aller prendre un petit cube argenté de mon plateau, hop, un petit cube, pardon, marron de mon plateau, et je le choisis en fait. Et ça va me donner un pouvoir en plus de la récompense de cette exploration. Et quand tu vas en bas, donc ça demande des actions d'exploration, on va aller en bas pour aller sur tes actions ultimes qui va par exemple te faire poser une carte gratos. Et ça ressemble un petit peu, en fait, c'est marrant parce que il y a un petit mix avec Darwin où on avait ces fameux contrats dorés ou argentés qui étaient plus ou moins forts selon qu'ils étaient plus ou moins durs. Et en fait, tu allais les mettre sur des emplacements pour choisir les actions que tu allais débloquer. Bah là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est relié à de l'exploration. Du coup, je suis déjà en train de griller un petit peu le truc. L'exploration, c'est trop important dans le jeu. Tu peux pas. Ça donne une emphase sur cette action-là qui est absolument cruciale. Tu ne peux pas la laisser aux adversaires. Tu peux pas laisser des adversaires partir trop loin devant et gratter tous les bonus qu'ils peuvent. En plus, avoir la priorité sur les quêtes d'exploration. C'est impossible de faire ça. Donc, clairement, un petit peu comme dans Darwin d'ailleurs, il y a un gros focus sur l'exploration et il faut le savoir. Tu ne peux pas ne pas y aller, tu ne peux pas laisser les gens y aller tout seuls. Et en plus de ça, du coup, ça minimise un petit peu les actions. En fait, on se rend assez vite compte quand on comprend le jeu que les actions de récolte de ressources, elles sont totalement sous-optimales parce qu'en fait, ces ressources, tu vas les gagner via d'autres moyens, via l'exploration ou via les cartes.
Donc elles vont être un petit peu utiles au début, surtout si elles sont reliées à une action secondaire intéressante, mais très vite, il va falloir les oublier pour se concentrer sur l'exploration, choper des cartes. Et puis, moi, je trouve une action hyper importante dans le jeu qui est la pelleteuse, qui va te débloquer des emplacements sur ton plateau perso. Vous voyez, là, il y a voilà, ici. Tous ces emplacements-là, au début, tu as 3 emplacements. Il va falloir les débloquer parce qu'en fait, ça va te faire gagner des tuiles de revenus que tu vas pouvoir débloquer notamment pendant l'exploration. Ou en tuiles, il y en a une par round sur lequel il y a une bagarre pour la première place qui est assez intéressante aussi. Et puis pour débloquer des nouvelles souris, là en fait vous allez mettre des chambres ici qui vont vous débloquer des souris. Et ces souris, comme je vous disais, elles vont vous bonifier les actions. Il n'y a pas besoin d'en avoir 40 000. C'est pas comme de la poste d'ouvrier classique, ça sert à rien d'en avoir 15 000 vraiment. Mais il faut en avoir 2-3 assez rapidement pour pouvoir bonifier ses actions de la bonne manière et avoir de la flexibilité sur les actions du jeu. Par contre, la pelleteuse, c'est vraiment trop fort pour aller choper, en plus de ces petites souris, des tuiles de revenus et tout. C'est vraiment très fort. Donc voilà. Il n'empêche que c'est vraiment très bien. Les cartes sont très agréables. Il y a des cartes, bon, l'équilibre des cartes est assez chaotique. Mais c'est pas très grave parce que tout le monde se rend assez vite compte de ces choses-là. Il y a des cartes à points qui sont fortes. Enfin, il y a plein de trucs assez forts, mais clairement, évidemment, les cartes sur l'exploration sont très fortes. Souvent, tu vas aller chercher les cartes aussi parce que tu as besoin de certains symboles pour aller faire des objectifs de cours de partie ou surtout des actions d'exploration ou voir comboter avec d'autres cartes qui ont besoin de certains symboles. Donc c'est assez marrant tous ces combos de symboles et tout, c'est plutôt cool. Il y a 2 niveaux de cartes, il y a des cartes argentées et des cartes dorées, pareil, qui vont pouvoir, par exemple pour prendre une carte dorée, il faut 2 actions de cartes ici, d'ampoule ici, et pour prendre une case argentée, il faut une action. Donc voilà, vous avez bien compris qu'ici, ça va être important de mettre des ouvriers très clairement. C'est vraiment la zone absolument cruciale du jeu. Mais le truc, c'est que de temps en temps, il va falloir aller là ou là. Là, un petit peu moins, mais quand même, il va falloir le faire. Donc, il y a tout ce truc de où je les envoie, est-ce que je peux le déplacer? Tu as des tokens pour les déplacer. Donc, ne négligez pas les tokens de déplacement des souris, c'est vraiment très important. Mais voilà, l'explo, il faut y aller, il faut pas laisser les gens tout seuls. Sinon, ils vont gratter tous les bonus et vous allez jamais pouvoir rattraper, tout simplement. Par contre, si tout le monde y va, bah là, ça s'auto-équilibre, on va dire. Un peu comme dans Darwin, en fait. Hein. Clairement, dans Darwin, beaucoup de gens reprochent que c'est très ciblé sur l'explo. Oui, mais si vous laissez les gens tout seuls, bah, ils vont prendre tous les bonus et partir devant. Et évidemment, plus tu vas loin, plus les bonus sont cool en plus. Donc, du coup, bah, tu te fais avoir, clairement. Mais si tu es au courant du truc et que tu te bats pour, bah, ça va s'équilibrer, en fait, naturellement. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très cool, ça donne une sensation différente à la fois sur la rondelle et sur le fait d'avoir des cartes, en Luciani avec des cartes, ça donne des sensations assez cool. J'aime beaucoup à 2-3, à 4, jamais de la vie, c'est trop long. Je vois pas vraiment ce qui justifie d'y jouer à 4 parce que des fois t'as des gut turns absolument hallucinants où tu fais ton action, ton explo, tu poses une carte, puis t'as une carte gratos à poser, enfin vous voyez le délire. Il n'y en a pas 40 000, mais il y en a un peu comme dans Darwin, il y en a un de temps en temps, tu vas en faire 2 par tour. Donc à 4 ça peut être extrêmement long. Mais voilà, je trouve que le jeu est suffisamment serré à 3. La rondelle, il y a un scaling sur la rondelle et il y a un scaling ici. Donc voilà, je pense qu'à 4, effectivement, le jeu est un peu plus tendu. Mais comme il y a des cartes, ça amène un peu plus d'analysis paralysis. Et moi, je le trouve un peu trop long pour moi à 4. Mais voilà, si ça vous dérange pas, vous pouvez y aller. À 2, il tourne relativement ok. Moi, je trouve que ça manque de tension sur l'exploration. Mais la rondelle, la tension est bonne. Donc voilà, toujours pareil. Moi, je trouve qu'à 3, c'est quand même mieux. Et voilà, ça sort en avril, en VF. Et j'ai l'impression qu'à Cannes, beaucoup de gens allaient le jouer. Et c'est vraiment très bien, quoi. C'est vraiment très bien. On peut finir quand même sur l'édition, un petit point édition. L'édition est un peu calamiteuse. Déjà, le design graphique, moi j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Je sais pas, il y a un truc, mais j'aime bien quand même. Je sais pas. C'est à vous de voir là-dessus. Mais je trouve que ça change un peu quand même. Mais il y a des trucs un petit peu étranges en fait, c'est ça. Vous allez voir sur les cartes, il y a des cartes qui sont un peu étranges. Mais en même temps, c'est relativement inventif. Donc j'ai envie de dire cool. Je suis pas amoureux de la DA, mais je trouve ça vraiment cool. Par contre, les ressources sont minuscules, c'est un enfer, t'arrives pas à les choper avec tes doigts, pourquoi ne pas avoir fait des ressources un peu plus grosses?
surtout sur un jeu à ce prix-là. Cranio vend quand même le jeu relativement cher. Je sais pas en VF combien il va coûter, mais en VO il est entre 50 et 60. Donc ça mériterait des ressources un peu plus grosses, même si vous savez très bien, pour moi, ce qui compte le plus, c'est le game design. Et on paie un game design, on ne paie pas que du matériel. Un jeu de société, c'est pas juste des bouts de carton et du matériel, c'est un game design. Donc voilà, arrêtez de comparer tout le temps le matos avec la boîte. C'est ridicule. En fait, vous savez ce que ça fait? En fait, ça fait que derrière, les éditeurs poussent le matos des jeux et paient moins les auteurs, en fait, tout simplement. En fait, et ne revalorisent pas les auteurs. Donc, bah, vous allez avoir des jeux médiocres avec du bon matos. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie d'avoir? Bref, c'est pas un coup de gueule, mais petite remarque quand même. C'est important, vraiment. Vaut mieux payer un jeu plus cher. Et j'avais déjà eu un petit peu cette remarque sur Everdell. Vaut mieux un jeu bon et plus cher qu'un jeu médiocre pas cher, en fait. Ou qui a un bon rapport poids-prix ou matos-prix. Enfin, tout ce genre de débat un petit peu bullshit, moi je trouve. Il n'empêche effectivement qu'on peut quand même critiquer des éléments de l'édition, et là en l'occurrence, les ressources ils abusent un peu. Et il y a un truc magique dans le jeu, vous voyez cette roue là? En fait, quand tu plies le plateau, la roue ne se plie pas avec. Je sais pas si vous comprenez, mais en fait tu peux pas ranger le plateau avec la roue dedans, ça ne rentre pas. Donc du coup, il faut dévisser la roue à chaque fois. Et ça, c'est dévisser, revisser la roue à chaque fois. Et ça, c'est juste brillant. Je sais pas comment tu te retrouves à faire une décision éditoriale comme ça, mais voilà. C'est magique. Il y a plein de topics sur BGG qui en parlent. C'est limite devenu une joke. Mais voilà. Que ça ne vous empêche pas d'acheter le jeu, mais c'est absurde. Et Cranio, il faut qu'ils arrêtent de faire ce genre de dinguerie parce que c'est vraiment absurde de perdre du temps à faire ça et à la remettre à chaque fois, ça n'a aucun sens. Donc voilà, arrêtez Cranio, ce genre de dinguerie, quoi. C'est juste pas possible, vous vous ridiculisez, quoi. Donc voilà, mais le jeu est excellent. Si vous aimez Luciani et que vous cherchez un jeu dans la catégorie Marco Polo, Lorenzo, Grand Austria, c'est parfait, quoi. Hop. Ensuite, on va faire un peu plus court, on va passer sur chronologique. La grosse sortie Super Meeple / Ori Games, la grosse sortie familiale, enquête, enfin pas enquête, déduction de Cannes. C'était vraiment une très très grosse sortie. Moi j'en attendais pas mal parce que j'en avais pas mal entendu parler. Et notamment, les jeux de déduction, c'est pas forcément trop mon truc. J'avais beaucoup aimé, comme vous avez vu, j'avais vraiment bien aimé Almost Innocent parce que c'était de la déduction en coop. Et c'était pas trop trop dur pour mon cerveau, parce que je suis pas spécialement le cerveau pour ce genre de choses, mais j'aime bien le challenge intellectuel que ça amène. Et celui-là, en fait, il y avait un peu... Alors je sais pas si c'est moi qui ai mal compris, mais moi j'ai eu l'impression qu'il y avait une promesse de jeu narratif, avec de la déduction. Bien malheureusement, la promesse de jeu narratif s'essouffle, mais en même pas 2 secondes, hein. C'est vraiment, il n'y a aucune narration, et la narration n'impacte en aucun cas le gameplay. Et je trouve ça un peu dommage, déjà premièrement, mais après c'est peut-être moi qui ai mal compris. Mais je sais pas, tu me vends une boîte comme ça, tu me dis qu'il y a un partenariat avec l'Opéra de Paris, et tu me dis qu'il y a un peu un truc Cluedo, je m'imagine quelque chose, je sais pas si c'est moi, dites-moi dans les commentaires si vous êtes imaginé la même chose que moi. Mais pas du tout, c'est genre, mais froid, sa mère. C'est genre ultra froid. C'est du jeu de déduction froid, tu ne sens pas du tout le thème. Alors dans le Most Innocent, c'était pareil, hein, tu le sentais pas du tout, ça me posait pas souci. Mais là, je sais pas, par rapport à l'emballage du jeu, je me suis dit, putain, peut-être qu'il va y avoir quelque chose et tout. Bah non, pas du tout. Donc voilà, l'Opéra de Paris, pareil, tu l'oublies. Nous, on n'appelait même plus les salles par leur nom. Ça, vous voyez, on appelait ça la salle Wi-Fi, parce qu'il y a un symbole de Wi-Fi, c'est un escalier, mais voilà. En fait, c'est pour dire à quel point le thème, tu l'oublies, mais... en fait, je suis surpris à quel point le thème, tu l'oublies très très vite. Par contre, mécaniquement... Ça marche super bien. Petit système là où tu as des cartes à trous qui correspondent à d'autres cartes que tu peux voir. Et en fait, je vais essayer de l'expliquer parce que je suis pas très bon pour expliquer les jeux de déduction parce que c'est pas un schéma mental en termes de game design que j'arriverai à avoir. En fait, je serais incapable de designer ou de développer des jeux comme ça parce que je sais pas, c'est pas mon cerveau, il fonctionne pas comme ça. Mais par contre, comme je disais en tant que joueur, j'aime bien occasionnellement ce petit challenge. Donc en fait, à ton tour, tu vas dire par exemple en temps 2 combien il y avait de persos dans cette pièce et tu vas prendre la plaquette du temps 2.
Tu vas partager un indice, donc ça va dire combien de persos il y avait dans cette salle au temps 2 pour tout le monde. Mais toi, tu vas savoir, tu vas avoir l'indication en plus de quel perso était là. S'il y en avait deux, bah, tu auras un des deux persos. Putain, je sais pas si je l'ai bien expliqué, je suis désolé, mais c'est vraiment un enfer pour moi expliquer ce genre de jeu, mais je pense que c'était relativement clair. Même quand on m'a expliqué les règles, il a fallu me montrer et tout, je suis un peu con pour ce style de jeu, mais bon, une fois que t'as compris, c'est bon, ça roule, tu fais un tour et t'as compris, ça roule. Donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est assez difficile d'expliquer parce que c'est un jeu de manipulation plus que de règles. En fait, une fois que tu as compris, quand tu as superposé et que ça te montre le résultat, tu as très vite compris comment ça fonctionnait. Et après, tu as un autre d'ensemble de sous-règles, genre les persos dans le temps 1, par exemple du temps 1 au temps 2, ils ne peuvent se déplacer que de pièces adjacentes et ils sont obligés de se déplacer. Voilà, tu as des micro-règles comme ça pour pouvoir aller déduire des choses. Et par exemple, sur le scénario 1, il faut dire qui a tué tel perso. Et sur scénario 2, t'as une sous-règle où je crois que les persos, ils peuvent... enfin, je crois que le meurtrier ou la victime est tout le temps toute seule. Un truc comme ça, je sais plus. Mais bon, bref, il y a un petit twist. Mais c'est pas du tout un twist narratif, c'est vraiment plus un twist mécanique qui est plutôt cool. Mais il n'empêche que très vite, t'as quand même l'impression, une fois que t'as compris un peu le système de jeu, c'est très agréable, c'est très bien fait. J'aime beaucoup la base de game design, mais il n'y a aucune variabilité en fait. Vraiment, t'as l'impression que même si tu changes de scénario, c'est un petit twist, ok, la première fois tu vas être là, ok, c'est cool, j'ai changé un peu, mais très vite, en fait, t'as l'impression de jouer au même jeu. Alors, c'est pas forcément désagréable, c'est une boîte à 20, 25 balles, je crois, t'enchaînes tous les scénars, c'est très cool. Mais déjà, je vois pas comment ils vont sortir de nouvelles boîtes. Donc, il y a une nouvelle boîte chaque année qui va sortir. Je vois pas qu'est-ce que ça va changer, très honnêtement. Donc, il va y avoir des nouveaux scénars. Mais comme je disais, la narration est inexistante. Et les nouveaux scénars, ils t'amènent un petit twist de déduction, mais pas dans la mécanique. En fait, la mécanique elle-même ne change jamais. Donc, t'as un peu l'impression d'un jeu que tu peux résoudre. Alors, du coup, c'est compétitif. C'est-à-dire que le premier qui a la solution, il l'annonce et voilà. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est un peu un défaut parce que du coup, notamment quand t'as pas mal de joueurs, quand t'as 4, bah t'as un peu l'impression que ça se joue à qui a eu les bons indices au bon moment. Et des fois, les gens ils vont partager des indices qui en fait t'avantagent pas du tout parce que t'avais déjà d'une autre manière récolté ces trucs-là. Et du coup, t'as un petit peu un truc d'opportunisme un peu bizarre là-dessus. Moi je trouve qu'il s'est produit, qu'il n'y a pas du tout par exemple dans le Most Innocent parce que c'est coop. Donc du coup, tu prends plaisir à résoudre ça ensemble. Là, le fait que ce soit compétitif, ça me donne des fois un peu le truc genre. Ouais, ok, t'as trouvé avant moi, mais moi, à mon tour, je trouvais aussi, j'avais juste besoin d'un indice. Je trouve pas ça hyper satisfaisant. Après, si tu le vois comme un truc de résolution personnelle, et voilà, c'est cool. Mais du coup, moi, j'ai préféré le jouer à deux. Je pense qu'en solo, ça doit très bien marcher aussi. Je sais pas s'il y a un mode solo. Désolé, je regarde pas les modes solo. En plus, c'est pas moi qui ai acheté le jeu, donc je vais même pas regarder dans la règle. Mais en tout cas, j'ai bien plus pris plaisir à deux qu'à 4. Parce que du coup, ça revenait plus vite à moi, j'avais envie de demander un indice. Parce que quand t'es à 4 en plus, t'es là, t'as vraiment envie T'as une piste vers un nouvel indice que t'as envie de demander. Et des fois, les trois autres personnes, elles vont demander des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Et ça t'amène peu de choses au final par rapport à ce que toi, t'as envie de demander. Et je sais pas, moi, j'ai pas trop kiffé à 4. Ah, ben si, il y a un mode solo, je suis con, c'est marqué un ici. Excusez-moi. Mais voilà, je pense vraiment. Moi, à 2 j'ai vraiment plus kiffé en tout cas. Donc voilà, moi je trouve que à 2 prenez la boîte et pouvez-vous le faire à 2. Après, peut-être faites d'autres scénarios, faites des choses à 4 aussi de temps en temps. Mais je trouve vraiment pas, en tout cas moi personnellement, que c'est le mode que j'ai préféré quoi. Vraiment, à 2 t'as envie en plus d'enchaîner les enquêtes. Donc voilà, je trouve à la fois ça très cool. L'édition est juste nickel aussi. Franchement, ils ont fait un taf d'édition très très cool. La boîte a la bonne taille. C'est pas le genre de jeu que t'as envie d'avoir une trop grosse boîte. Bah, Almost Innocent, je trouve que c'est un problème. La boîte est beaucoup trop grosse par rapport au style de jeu. Là, le fait d'avoir une petite boîte comme ça, c'est juste parfait. Les cartons, les cartes, tout est nickel. Rien n'est trop gros en fait. Tout est à la bonne taille. Tout est très bien ajusté. On a vraiment l'impression qu'ils ont vraiment fait tester. À la bonne cible pour vraiment avoir le jeu très agréable à prendre en main. C'est très facile à sortir et tout. Donc ça, c'est très très bien. Mais je suis assez déçu du peu de choses que ça amène dans le style. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la mécanique centrale qui est top, hein, bah, de toute façon, c'est Johan Levé et Gridel, Fabien Gridel qui ont déjà fait
J'ai perdu le nom, la machine Enigma. Bon, vous voyez, euh, j'ai un gros trou qui a fait l'as d'or, tout ça. Bref, vous voyez très bien de quel jeu je parle. Donc, c'est des gens qui savent très bien faire ce genre de jeu. Mais du coup, moi, ce jeu me donne l'impression que une fois qu'ils ont trouvé la méca centrale qui marche, et qui marche très bien, il n'y a aucun souci, je trouve que c'est assez feignant sur le reste, en fait, parce bah, il y a aucune tentative de game design, de renouvellement de ça, en fait. Donc, est-ce qu'ils ont prévu d'autres choses pour les autres boîtes? Parce qu'en fait, le truc, c'est un peu ça. On a un peu l'impression que c'est peut-être un jeu en module, ou dans les autres boîtes, peut-être qu'il y a des grosses surprises. Je ne sais pas. Mais là, sur cette boîte, moi, je trouve ça un poil dommage de s'être limité à un petit peu comme ça. Et puis, je suis très déçu de la partie narrative, mais là, peut-être que c'est moi qui avais une attente démesurée là-dessus. Mais voilà. Donc, c'est très cool. Si vous aimez ce genre de jeu, de toute façon, allez-y. Vous allez payer 25 balles la boîte, vous allez torcher les scénars rapidement et vous allez kiffer, vous allez passer un bon moment. Par contre, non, c'est pas le jeu de déduction du siècle où tu vas le ressortir plein de fois et parce que t'as un renouvellement de ouf. Moi, je trouve pas, quoi. Après, ça à prendre avec des pincettes aussi que ce genre de jeu n'est pas ma spécialité première. Mais j'ai trouvé que la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais sur Almost Innocent, je trouvais qu'il y avait un peu plus de renouvellement, il y avait des modules que tu rajoutais au fur et à mesure et tout. Là, je trouve que c'est plus léger, quoi. On arrête là sur cette vidéo qui va durer 1 heure. Et bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Mais je crois que vous aimez bien les formats longs, parce que j'avais fait une grosse vidéo aussi comme ça quand j'étais rentré d'Uruguay, et elle avait fait des putains de vues. Donc je sais pas si c'était les jeux traités, ou la longueur de la vidéo, ou un mix des deux. Ou si vous aimez beaucoup trop ma douce voix suave à écouter en allant au travail, ou mieux, en étant au travail, parce que c'est super important de ne pas servir le capital tout le temps et de s'octroyer des pauses nécessaires pour écouter des vidéos de jeux. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, et puis à bientôt. Je ne sais pas de quoi on va parler dans la prochaine, mais il y a encore pas mal de jeux en retard. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a des choses qui arrivent. Et puis il y a du Star Wars Unlimited qui va arriver. C'est un peu mon jeu du moment, donc voilà, j'y joue pas mal en ce moment. Donc il va y avoir de ça. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si des analyses de la méta vous intéressent, parce qu'il y en a beaucoup en anglais, mais très peu en français. Et je pense que c'est assez indispensable pour comprendre un jeu comme ça, parce que c'est un jeu dont la méta et l'importance des cartes est vraiment très très importante. Bon, c'est important dans tous les jeux de cartes, mais particulièrement dans celui-là, qui a un tempo très rapide et avec des erreurs très punitives. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est un jeu très nerveux, très dynamique. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à analyser sur un jeu comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires. Et puis de toute façon, il y en aura très probablement, mais je sais pas trop à quelle fréquence. Donc voilà, j'essaie de sonder un peu. Parce que je sais que le jeu, là, aux États-Unis, il est en train d'exploser totalement. Mais en France, je sais pas vraiment, en fait. J'ai un peu du mal à doser, à voir un peu l'enthousiasme réel qu'il y a. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao!